Michael Fred avait 66 ans. La vie avait toujours été difficile pour lui. Chaque matin, il se levait alors qu'il faisait encore sombre dehors. Ses os grinçaient et son corps lui faisait mal alors qu'il se préparait pour une nouvelle journée de ramassage des ordures dans les rues animées. Michael n'avait pas choisi ce travail. La ville y avait forcé. Michael avait travaillé comme agent de sécurité quand il était plus jeune. Mais avec l'âge, l'argent de ce travail n'était plus suffisant. Il avait dû commencer à ramasser des ordures pour gagner plus d'argent et survivre. Les rues de Lagos étaient toujours bondées et bruyantes. Les voitures klaxonnaient et les femmes du marché criaient pour attirer les clients. Michael conduisait son vieux camion benne à ordures à travers ces rues. Il ramassait les sacs poubelles des maisons et des magasins. Ses mains étaient rugueuses et son dos lui faisait toujours mal à force de travailler dur pendant des années. Mais il avait besoin de ce travail pour survivre. Pendant qu'il travaillait, Michael pensait souvent à sa vie. Il se souvenait de sa femme Nkem, décédée il y a de nombreuses années. Il pensait à ses 2 enfants adultes qui étaient partis loin pour le travail. Michael aurait voulu que les choses se soient passées autrement. Il aurait voulu qu'ils aient eu plus d'argent quand Nkem était malade. Il aurait voulu que sa fille puisse terminer ses études. Il aurait voulu que le projet d'entreprise de son fils réussisse, mais les souhaits ne changeaient rien. Michael savait qu'il devait continuer à travailler dur pour s'en sortir à 66 ans. Un après-midi chaud, alors que Michael ramassait des ordures dans un quartier riche de Victoria Island. Il souleva un sac poubelle lourd et quelque chose tomba et heurta le sol. C'était une clé, mais ce n'était pas une clé ordinaire. La clé était attachée à un morceau de carton sur lequel était écrit « 50 000 dB ». Michael regarda la clé pendant longtemps. Sa première pensée fut de la jeter. Après tout, ce n'était qu'un autre morceau de déchet. Mais quelque chose en lui dit de la garder. Peut-être était-ce de l'espoir, ou peut-être juste de la curiosité. Il mit la clé dans sa poche et continua à travailler. Pendant des semaines, Michael oublia la clé. La vie était difficile et il avait des choses plus importantes à se préoccuper, comme payer le loyer de son petit appartement et trouver suffisamment d'argent pour la nourriture. Mais un jour, après avoir ramassé des ordures dans des maisons et des magasins, il les apporta à la décharge comme d'habitude. Quand il arriva là-bas et vida les ordures à l'ancienne décharge du gouvernement, la clé tomba de sa poche alors qu'il se penchait pour attraper son panier. Michael faillit ne pas la voir. Il faillit la laisser là, sur le sol, pour qu'elle soit jetée avec tout le reste. Mais alors qu'il se retournait pour jeter la clé, il vit quelque chose qui le choqua. Les mots « 50 000 dB » étaient décrits en grand sur l'une des portes de cet ancien entrepôt de stockage de déchets du gouvernement où lui et d'autres éboueurs déversaient leurs ordures. C'étaient exactement les mêmes mots étranges qui figuraient sur la clé qu'il tenait. Michael n'en croyait pas ses yeux. Quelles étaient les chances? Sur les millions de personnes à Lagos, comment avait-il trouvé cette clé? Et comment cette clé correspondait-elle à quelque chose écrit ici, à la décharge? C'était inconcevable. Une partie de Michael voulait fuir. C'était trop bizarre. Cela semblait dangereux, mais il avait aussi très envie de savoir ce que cela signifiait. Son cœur battait la chamade alors qu'il s'approchait de la porte, avec la clé 50 000 dB. Regardant autour de lui pour s'assurer que personne ne le voyait, il s'approcha des portes où il avait vu 50 000 dB et décida d'essayer la clé dans la serrure. À sa grande surprise, elle fonctionna. Il ouvrit la porte et entra dans le vieux bureau sombre et poussiéreux de l'entrepôt de stockage des déchets. Son cœur battait la chamade, la pièce était très sombre et poussiéreuse. Il y avait de vieux meubles et des objets en désordre partout. Des toiles d'araignée touchèrent le visage de Michael, alors qu'il s'avançait lentement à l'intérieur. Au début, Michael ne remarqua rien d'important. Il commença à penser que tout cela n'était qu'une mauvaise blague, et il faillit abandonner et partir. Mais ensuite, il aperçut un petit morceau de papier sur une table au fond de la pièce. Il y avait un message écrit dessus, « Sous la poubelle ». Michael regarda autour de lui, confus. Sous quelle poubelle? Puis il aperçut quelques vieux poubelles métalliques dans un coin. Il s'en approcha et commença à les pousser pour les déplacer. D'une main tremblante, Michael déplaça les poubelles une par une. Sous la dernière poubelle, il trouva une mallette.
Elle était lourde et verrouillée avec un cadenas. Il savait qu'il ne devait pas l'ouvrir ici. Et si quelqu'un le voyait? Alors, il prit la mallette et se hâta de retourner à son camion. Il la posa sur le siège à côté de lui. Tout le trajet de retour, Michael se sentit observé. Des heures plus tard, Michael était chez lui, dans son petit appartement. Il ne pouvait pas s'empêcher de regarder la mallette posée sur le sol. Cela l'effrayait. La mallette était très lourde, pas seulement à cause de son poids, mais aussi parce qu'elle était tellement étrange. C'était presque trop pour lui à gérer. Il ne dormit pas bien. Son esprit était en ébullition, se demandant ce qu'il pouvait y avoir à l'intérieur. De l'argent, de la drogue, quelque chose de dangereux. Et si c'était quelque chose de dangereux? Et si la personne à qui elle appartenait venait la chercher? Ses préoccupations tournaient dans la tête de Michael. Il était très effrayé. Tout au long de sa vie, il avait essayé de rester à l'écart des ennuis. Il était un homme honnête qui travaillait dur et vivait simplement. Il n'avait pas besoin de problèmes. La chose intelligente à faire aurait été de simplement se débarrasser de la mallette et de l'oublier. Mais une autre pensée revenait sans cesse dans sa tête. Michael était vieux et fatigué. Toute sa vie avait été une lutte. Son corps se dégradait à force d'années de travail acharné. Il n'avait rien à montrer pour toutes ces années d'honnêteté et de travail acharné. Ne méritait-il pas une pause? Ne méritait-il pas que quelque chose de bon lui arrive juste une fois, avant qu'il ne soit trop tard? Pendant toute la nuit, il n'arrêta pas de regarder la mallette. Tôt le matin, avant de partir travailler, il ne pouvait plus attendre. Les mains tremblantes, Michael attrapa un marteau. Il brisa le cadenas de la mallette. Il s'ouvrit. Michael regarda à l'intérieur et sa bouche se décrocha. Il faillit tomber de choc. À l'intérieur de la mallette, il y avait plus d'argent que Michael n'en avait jamais vu. Des piles de billets de $100 remplissaient chaque centimètre. Chaque paquet était soigneusement emballé et contenait $20,000. Sur cet argent, il y avait une enveloppe brune contenant des documents à l'intérieur. Michael fixa l'argent incrédule. En tant que ramasseur d'ordures, il lui aurait fallu 10 vies pour gagner autant d'argent. Était-ce sa chance, le miracle qu'il avait prié pour, ou était-ce une erreur dangereuse qui allait ruiner sa vie? Ses mains tremblaient alors qu'il prenait l'enveloppe brune et en sortait les papiers, mais les mots sur les pages ne signifièrent rien pour lui. Il ne pouvait pas les lire parce qu'il n'avait pas beaucoup d'éducation. Il remit les documents dans l'enveloppe. La peur envahit Michael lorsqu'il comprit ce que cela signifiait. Avoir autant d'argent et ces documents étranges pourrait être dangereux. Il ne pouvait pas laisser la mallette en évidence. Assurément, quelqu'un viendrait la chercher. Des questions se bousculaient dans son esprit. D'où venait cet argent? À qui appartenait-il? Devait-il le donner à la police? Marchant dans sa pièce, Michael se battait avec ce qu'il devait faire avant de prendre sa décision. Il garderait l'argent. Agissant rapidement, il souleva le tapis au milieu de sa pièce et creusa un trou dans le sol. Prenant un sac en nylon noir de son placard, il transféra soigneusement tout l'argent de la mallette dedans. Puis il plaça le sac en nylon noir dans le trou. Il coucha le tout sous du sable et le tapis, cachant toute preuve de ce qu'il avait fait. Mais il traita les documents différemment. Il les remit dans leur enveloppe brune et la remit dans la mallette, exactement comme il l'avait trouvée. Ensuite, il porta la mallette à l'ancien entrepôt de stockage des déchets du gouvernement, là où il l'avait trouvée, et la remit à l'endroit où elle était avant, en remettant tout exactement comme c'était. Il ferma la porte et jeta les clés. Alors qu'il partait travailler ce matin-là, l'inquiétude le rongeait. Il savait qu'il passerait la journée à écouter pour entendre parler de l'argent disparu, se demandant si et quand quelqu'un viendrait chercher son argent perdu. Les semaines suivantes furent confuses pour Michael. Il marchait dans un état de torpeur. Quand il travaillait, il ne pensait qu'à la mallette pleine d'argent cachée dans son appartement. Il sursautait à chaque bruit, voyant le danger partout. Si un vieil ami lui disait bonjour, Michael s'inquiétait qu'il sache d'une manière ou d'une autre son secret. Quand les gens murmuraient autour de lui, il était sûr qu'ils parlaient de lui. Il ne pouvait pas manger, il ne pouvait pas dormir. La peur et la culpabilité le faisaient se sentir terrible. Son petit appartement lui semblait une prison. Toute la journée et toute la nuit, les mêmes pensées affreuses tournaient dans sa tête. Et si je me faisais attraper? Et si je dépensais l'argent? Et si je ne le dépensais pas?
Encore et encore, question après question sans réponse. Il se sentait piégé. L'argent était censé l'aider. C'était ce qu'il espérait quand il ouvrit la mallette pour la première fois. Mais maintenant, cela ressemblait à une malédiction. Comment pourrait-il jamais trouver la paix à nouveau, sachant ce qu'il avait caché? Pendant des jours, Michael vécut dans une peur constante, écoutant toujours les nouvelles ou les rumeurs concernant quelqu'un qui cherchait une mallette disparue. Il poursuivait sa vie quotidienne comme d'habitude, travaillant à ramasser les ordures et gardant un profil bas, mais le poids de son secret ne quittait jamais son esprit. Les jours passèrent tranquillement. Puis un soir, alors que Michael écoutait sa petite radio, un reportage attira soudainement son attention. Des responsables gouvernementaux annonçaient la recherche d'un sénateur disparu. Le sénateur avait reçu 50 millions de dollars pour des projets de développement de l'État. Il avait disparu après avoir reçu l'argent sans soumettre de rapport de progrès ni signer les papiers administratifs requis. Même après une grande recherche, il n'avait pas été retrouvé. Le cœur de Michael commença à battre la chamade. 50 millions de dollars, le montant se répétait dans sa tête. L'argent qu'il avait trouvé dans cet ancien entrepôt de stockage de déchets du gouvernement, pouvait-il être lié à ce sénateur disparu? Les mots 50 000 DB avaient soudainement un nouveau effrayant sens. Il monta le volume, essayant de capter tous les détails du reportage. Mais l'annonce était courte et n'expliquait pas comment une telle somme d'argent avait disparu. Le reportage se termina par une simple demande. Quiconque ayant des informations devait appeler le numéro de téléphone indiqué. Les jours suivants, Michael était très inquiet. Si c'était de l'argent du gouvernement, c'était bien plus dangereux qu'il ne l'avait réalisé. Il y avait toute une enquête en cours. Ce n'était plus seulement son secret. Et qu'en était-il du sénateur disparu? Le mystère de sa disparition rendait la situation de Michael encore plus effrayante. Michael savait que la bonne chose à faire serait de rendre l'argent et d'expliquer toute l'histoire, espérant la clémence. Mais il avait peur qu'on l'accuse de meurtre, puisque le sénateur était parti, sans laisser de traces. Cependant, une voix d'espoir désespérée lui chuchotait. Peut-être que l'argent était venu à lui pour une raison, pour enfin échapper à la pauvreté après une vie de travail acharné. Pouvait-il renoncer à cette chance de changer sa vie? Des opportunités comme celle-ci ne se produisaient qu'une fois dans une vie. Pour l'instant, Michael garda l'argent caché. Il attendait le bon moment pour décider de la prochaine étape. Déchirer entre faire ce qui était juste et saisir une opportunité incroyable. Michael n'avait aucune idée de la sombre vérité derrière l'argent. Les 50 millions de dollars étaient en fait des fonds gouvernementaux donnés à un sénateur qui était sur le point de quitter son poste. Quelques jours plus tôt, les responsables avaient débloqué cet argent pour des projets de développement importants. Dans l'état du sénateur, malgré son historique de projets antérieurs laissé incomplet. Cependant, dès que le sénateur eut l'argent, il décida de trahir la confiance du public. Au lieu de faire son devoir, il le considéra comme une dernière occasion d'enrichissement personnel. Des années de gestion de fonds publics l'avaient corrompu, et ce serait son plus grand vol à ce jour. Avec la fin de son mandat dans quelques jours, le sénateur devait agir rapidement. Il prit la mallette pleine d'argent et se rendit dans un endroit surprenant, l'ancien entrepôt de stockage des déchets du gouvernement, où Michael et les autres éboueurs déversaient leurs ordures quotidiennes. Le choix du sénateur était soigneusement planifié. L'endroit était abandonné, rarement visité, et le dernier endroit où quelqu'un penserait à chercher 50 millions de dollars en fonds gouvernementaux. Dans l'obscurité de la nuit, le sénateur cacha la mallette, prévoyant de la récupérer après avoir quitté sa résidence gouvernementale, mais avant que la nouvelle administration ne prenne ses fonctions. Il avait minutieusement planifié de fuir le pays avant son dernier jour. Pour marquer l'endroit, il écrivit 50 000 DB sur un morceau de carton et le fixa à l'une des portes de bureau identiques dans l'eau. Ancien entrepôt de stockage des déchets du gouvernement à l'aide de chewing-gum. Il verrouilla également la porte avec un cadenas et marqua la clé avec le même code. Le sénateur ne parla de l'argent à personne, même pas à sa femme. Cependant, le destin intervint cette même nuit. Incapable de contenir son excitation, le sénateur prit un peu d'argent et se rendit secrètement
dans une boîte de nuit pour fêter cela. En buvant de plus en plus d'alcool cette nuit-là, son esprit devint confus et embrouillé. Même s'il était complètement ivre, il choisit quand même de conduire chez lui. Il roula à toute vitesse dans des rues sombres et cria joyeusement dans son état ivre. Puis, le sénateur perdit le contrôle de sa voiture et eut un accident. L'accident fut si grave qu'il mourut instantanément. Le contenu de sa voiture, y compris une clé marquée 50 000 dB, se dispersa partout sur la route. Par un cruel retournement du destin, la clé atterrit exactement à l'endroit où Michael la trouva, sans aucune idée de sa connexion avec les millions cachés ni l'histoire tragique qui y était liée. Le secret du sénateur mourut avec lui cette nuit-là, et personne, ni sa femme, ni sa famille, ni personne d'autre, ne sut jamais rien de la fortune cachée dans cet ancien entrepôt, marqué seulement par une note cryptique et une clé perdue. Les témoins de l'accident appelèrent immédiatement la police. Les travailleurs d'urgence arrivèrent et enlevèrent la voiture, endommagée de la route. Les secouristes tentèrent rapidement de venir en aide au sénateur et l'emmenèrent à l'hôpital, sans savoir qu'il était déjà mort. En fouillant la voiture accidentée, la police découvrit qu'il s'agissait d'un sénateur. Ils trouvèrent aussi son téléphone et l'utilisèrent pour appeler sa femme. Lorsque la femme du sénateur arriva à l'hôpital, elle n'entendit pas de bonnes nouvelles concernant l'état de son mari. Au lieu de cela, les médecins lui annoncèrent qu'il était décédé. Elle tomba en pleurs, et les gens dans les couloirs de l'hôpital entendirent ses sanglots. Le personnel hospitalier transféra le corps de son mari à la morgue pour préparer ses funérailles. Elle se retrouvait à se poser beaucoup de questions, se demandant ce qui lui était arrivé et ce qu'il avait fait lors de ses dernières heures de vie. Peu de gens savaient qu'il était mort en portant un secret d'une valeur de millions. Dans un cruel retournement du destin, la clé de ce secret était tombée des débris de sa voiture et avait atterri parmi les déchets quotidiens dans les rues de Lagos. Tandis que le corps du sénateur reposait à la morgue et que sa famille pleurait, ignorante de la fortune cachée, la clé et l'argent avaient trouvé leur chemin jusqu'aux mains de Michael, un éboueur. Le jour après l'accident tragique du sénateur, des responsables gouvernementaux rendirent visite à sa femme pour lui présenter leurs condoléances. Lors de la conversation, ils mentionnèrent les 50 millions de dollars qui avaient été alloués au sénateur pour les projets de développement de son État. Les responsables posèrent des questions sur les fonds, s'attendant à ce que le sénateur aille rapporter l'argent à la maison ou les déposer sur un compte bancaire. À leur grande surprise, la femme du sénateur leur dit que son mari n'était jamais rentré à la maison après la réunion où il avait reçu l'argent. Elle avait attendu toute la nuit, de plus en plus inquiète, jusqu'à recevoir le terrible appel concernant son accident. Alarmés par cette nouvelle, les responsables gouvernementaux commencèrent immédiatement à suspecter que l'argent ait pu être dans le véhicule du sénateur au moment de l'accident. Ils lancèrent une enquête urgente pour retrouver les fonds disparus. Les responsables demandèrent l'aide de la police pour la recherche. Ensemble, ils examinèrent soigneusement les débris de la voiture du sénateur, espérant trouver une trace de la mallette contenant les 50 millions de dollars. Cependant, malgré leurs recherches minutieuses, ils ne trouvèrent aucune trace de l'argent. Ensuite, les enquêteurs étudièrent les images des caméras de sécurité de la route où l'accident s'était produit. Ils regardèrent des heures de vidéo, essayant de reconstituer les derniers instants du sénateur et de voir si quelqu'un était allé sur les lieux de l'accident pour prendre l'argent. Mais même après avoir passé chaque image en revue, ils ne trouvèrent aucune preuve de la mallette ou de toute activité suspecte. Alors que l'enquête se poursuivait, la police interrogea des témoins et fouilla la zone autour du site de l'accident pour toute piste. Ils interrogèrent les secouristes, le personnel de l'hôpital et toute personne ayant pu avoir un contact avec le sénateur cette nuit-là. Mais personne ne semblait avoir d'informations concernant les fonds disparus. Pendant ce temps, Michael continuait de travailler comme éboueur, totalement inconscient de l'intense recherche qui se déroulait autour de lui. Il n'avait aucune idée que la clé qu'il avait trouvée et l'étiquette étrange, 50 000 dB, étaient liées aux millions disparus qu'il avait chez lui et à la mort tragique du sénateur. Au fur et à mesure que les jours se transformaient en semaines, l'enquête commença à ralentir.
Sans aucune piste solide ni preuve, les responsables gouvernementaux et la police se retrouvèrent sans solution. L'argent semblait avoir disparu dans les airs, laissant tout le monde confus et frustré. Ils n'avaient aucune idée que l'argent qu'ils cherchaient était entre les mains d'un simple éboueur qui avait accidentellement trouvé un secret qui allait changer sa vie à jamais. Des mois plus tard, Michael ne pouvait pas cesser de penser au reportage à la radio. L'histoire du sénateur disparu et des 50 millions de dollars de fonds de développement manquant le préoccupait. L'argent qu'il avait trouvé pourrait-il être lié à cela? Le nombre correspondant, 50 000 DB, semblait trop coïncidentiel, mais il ne pouvait pas en être certain. Et si c'était de l'argent totalement différent? Les papiers dans la mallette pouvaient avoir la réponse. Mais Michael ne pouvait pas les lire à cause de son manque d'éducation. Ne voulant impliquer personne d'autre, il avait déjà retourné les documents dans l'installation avec la mallette vide. Ses pensées le tenaient éveillé la nuit, allongé sur son matelas mince. L'argent caché sous son sol semblait à la fois une bénédiction et une malédiction. Si c'était de l'argent du gouvernement, l'utiliser pourrait être très dangereux. Mais et si ce n'était pas le cas? Et si c'était quelque chose d'autre? Peut-être que c'était le miracle qu'il avait espéré. Après beaucoup de réflexion, Michael prit une décision. Il utiliserait l'argent pour changer sa vie et celle des autres, mais il le ferait prudemment et lentement, de manière à ne pas attirer l'attention. Si c'était sa seule chance d'une vie meilleure, il devait la saisir. Mais il devait être intelligent à ce sujet. Avec une planification minutieuse, Michael commença à préparer sa nouvelle vie et se prépara à laisser son ancienne vie derrière lui. Il savait que rester dans la même ville où la mort du sénateur et l'argent disparu avaient causé tant de remous serait trop risqué. Il décida de recommencer dans un autre état, loin de son passé. Il utiliserait l'argent pour aider les autres et créer des opportunités pour ceux qui avaient souffert dans la vie. Le lendemain matin, Michael se réveilla avec un nouveau sentiment de but. Il savait que sa vie allait changer à jamais et que il était prêt à faire les premiers pas vers son nouveau futur. Le cœur lourd, il quitta son emploi à la société de ramassage des ordures où il avait travaillé pendant tant d'années. C'était un moment amer, dire au revoir à un travail qui l'avait aidé à traverser des moments difficiles, mais il savait que c'était nécessaire pour que son plan fonctionne. De retour chez lui, Michael déterra soigneusement la mallette cachée remplie des millions disparus. Il transféra l'argent dans un sac ordinaire et sale. Il savait que transporter autant d'argent serait risqué. Alors il divisa l'argent en petites sommes et les rangea discrètement dans ses bagages. Avec ses affaires et l'argent soigneusement emballés, Michael monta dans un bus en direction d'un état lointain dans lequel il n'était jamais allé auparavant. Il choisit un endroit suffisamment éloigné pour recommencer sans craindre d'être reconnu ou lié à sa vie passée. Après un long voyage, Michael arriva dans sa nouvelle ville, à la fois excité et nerveux. Il trouva un petit appartement bon marché et s'installa, gardant un profil bas et évitant toute interaction inutile avec ses voisins. Le lendemain matin, Michael commença à mettre son plan en action. Il savait qu'il devait être prudent et commencer petit, pour éviter d'attirer l'attention sur lui. Il se rendit en ville, apprenant à connaître les commerces locaux et les centres communautaires. Avec une petite partie de l'argent, Michael acheta des meubles simples et usagés ainsi que des articles ménagers essentiels pour rendre son appartement plus confortable. Il acheta également une voiture d'occasion, rien de trop voyant, mais suffisamment fiable pour se déplacer en ville sans avoir besoin des transports publics. Au fur et à mesure que Michael s'installait dans sa nouvelle vie, il commença prudemment à mettre en œuvre son plan pour utiliser l'argent afin de faire une différence positive. Il commença par investir dans de petites propriétés immobilières en utilisant son bon jugement et ses nouvelles ressources pour trouver des maisons et des appartements sous-évalués qu'il pourrait acheter, rénover puis louer ou vendre avec un bénéfice. Au fil du temps, il développa lentement ses investissements immobiliers, plaçant les bénéfices dans des projets plus grands et plus ambitieux. Il se concentra sur la création de logements abordables et l'amélioration de quartiers négligés, cherchant toujours à améliorer la vie des gens dans sa nouvelle communauté. Parallèlement, Michael chercha
des moyens de soutenir des œuvres de charité locales et de financer des projets communautaires importants. Il fit des dons anonymes aux banques alimentaires, aux foyers pour sans-abri, aux programmes pour la jeunesse et aux centres de formation professionnelle. Il travailla avec des leaders communautaires pour identifier les zones nécessitant de l'aide et trouver des moyens de faire une différence significative tout en étant prudent pour ne pas attirer trop d'attention sur lui ou sur la source de sa richesse. Les mois passèrent et Michael commença à se sentir plus installé et sécurisé dans son nouvel environnement. Avec une base stable, il décida qu'il était enfin temps de retrouver sa famille et de les amener avec lui pour construire une nouvelle vie ensemble. Il contacta ses enfants, leur expliquant qu'il était venu en possession de certains fonds et qu'il voulait les aider à repartir à zéro dans un nouvel endroit. Heureux et soulagés de recevoir des nouvelles de leur père après tout ce temps, ils acceptèrent de le rejoindre, emballant leurs affaires et faisant le voyage jusqu'à la nouvelle ville de Michael. Avec sa famille à ses côtés, Michael se sentit un nouvel élan de détermination et de but. Il aida ses enfants à s'installer, utilisant ses ressources pour soutenir leur éducation et leurs projets de carrière. Ensemble, ils continuèrent d'investir dans leur communauté, cherchant des moyens d'aider leurs voisins et de créer des opportunités pour d'autres, qui avaient fait face à des luttes similaires aux leurs. Au fil des années, les investissements judicieux de Michael et ses efforts bienveillants commencèrent à porter leurs fruits. Le quartier, autrefois en difficulté, fleurit avec de nouvelles entreprises, des centres communautaires, des parcs et des écoles. Les familles qui vivaient autrefois dans la pauvreté avaient maintenant des foyers stables, de bons emplois et un avenir plus brillant. La communauté bénéficia également de nouvelles routes que le sénateur n'avait pas pu livrer. Bien que personne ne connaisse la véritable source de la richesse de Michael, sa générosité discrète et son dévouement à sa communauté lui valurent la réputation d'un leader humble et attentionné. En repensant à son incroyable parcours, Michael ressentait un profond sentiment de gratitude et de satisfaction. Bien que le chemin n'ait pas été facile, il savait qu'il avait fait le bon choix en utilisant les millions disparus pour construire un héritage d'espoir, d'opportunités et de secondes chances, non seulement pour lui et sa famille, mais pour d'innombrables autres vies qu'il avait touchées. C'était un témoignage du pouvoir de la résilience, de la détermination et de l'esprit humain face aux obstacles les plus difficiles. Michael utilisa les fonds gouvernementaux pour aider les autres et améliorer des vies en construisant des logements abordables, soutenant des œuvres de charité et créant des opportunités que le sénateur corrompu n'aurait jamais créées. Ces actions découlaient toujours de l'utilisation d'argent destiné au développement public. Là où le sénateur voyait les fonds comme un moyen d'enrichissement personnel et trahissait la confiance publique, Michael, malgré son compromis éthique initial, réalisa finalement l'objectif de cet argent en investissant dans le développement communautaire, des logements abordables et des programmes d'aide pour ceux dans le besoin.